Bonjour, bienvenue chez AREP pour ce premier AREP Talk. AREP Talk est un cycle de conférences qui a pour objectif de faire dialoguer des experts et des participants sur des sujets qui importent à notre secteur et au-delà. Pour cette première édition, nous avons voulu nous questionner sur la relation entre la vitesse, les territoires, mais aussi la lenteur et de fait l'aménagement des espaces dans cette maison, dans cette grande maison même, de la grande vitesse. Pour dialoguer sur ce sujet, nous avons invité Sylvie Landriève, co-directrice du Forum des Vies Mobiles, et Émilie Bajolet, directrice adjointe AREP, Conseil et Programmation. Bonne conférence à tous. Je vais vous donner la parole en premier, Sylvie Landriève. Toutes les deux, je pense que vous en conviendrez, cette crise nous donne l'opportunité de penser à nouveau frais l'usage que nous faisons des transports, carbonés et décarbonés. Elle nous impose de repenser la répartition des activités sur notre territoire, la répartition des infrastructures également par conséquent. Et elle nous donne aussi la possibilité, c'est votre travail à toutes les deux dans vos domaines respectifs, de déployer un nouvel imaginaire. Et il va s'agir de ça. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est réunis. Donc ce futur-là, on va l'évoquer ensemble. Votre étude, Sylvie, nous montre à quel point les aspirations des Français sont très disparates, mais elles ont un point commun, c'est un désir renouvelé de quitter les grandes métropoles, Île-de-France en tête, au profit de villes moyennes, de périphéries urbaines et même de villages isolés. Il y a un fort désir de diminuer les déplacements au profit d'une vie dite en proximité, et c'est le point central de votre réflexion. Je vous propose donc de répondre à quelques questions ensemble. Que recouvre ce concept de proximité ? Comment répondre à ce désir identifié des Français ? Comment articuler les différentes échelles de vie sur nos territoires ? Et enfin, quels sont les futurs possibles de nos modes de déplacement en conséquence ? Je vous donne la parole, Sylvie Landriève. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mythe de la vitesse et de son pendant, qui serait ce désir de proximité, et que vous développez abondamment dans votre livre ? Eh bien, donc, déjà, merci, en fait, puisque vous faites un très bon résumé de l'ouvrage. Donc, je vais pouvoir tout de suite aller dans le vif du sujet. Et moi, mon objectif aujourd'hui, ce soir, c'est de vous convaincre de la thèse que l'on défend. C'est que si vraiment on prend au sérieux la question climatique et si vraiment on prend au sérieux les aspirations démocratiques, il nous faut collectivement changer de régime de vitesse. Donc ce qu'on appelle le régime de vitesse, je vais le raconter d'un mot, parce que c'est finalement assez simple. Jusqu'au 19e siècle, très grossièrement, les êtres humains faisaient 4 km par jour. Aujourd'hui, en France, on en fait en moyenne 50. Donc on est quand même un petit peu loin de la description des adolescents de Nicolas Mathieu. Et aux États-Unis, chaque jour, on fait 100 km. Donc, si on se dit la question écologique, elle est fondamentale, il faut vraiment s'y atteler. Si on entend en fait ce que nous disent les gens quand on les interroge et qu'ils font part de leur fatigue, non pas forcément de se déplacer, non pas forcément de la vitesse des déplacements, mais du fait que la promesse du système de déplacement n'est pas tenue. Alors pourquoi elle n'est pas tenue ? C'est parce qu'elle ne peut pas être tenue. C'est-à-dire que quand tout va très très vite, le système est extrêmement fragile. Et quand il est extrêmement fragile, toute turbulence dans le système, c'est-à-dire vous avez un retard, vous avez un peu de congestion. Donc, si vous êtes en voiture, vous avez de la congestion, vous avez un retard de train. D'un seul coup, ça va être problématique. Et le système de la vitesse, tel qu'il est organisé avec les transports, en fait, va vous nécessiter d'avoir un microsystème personnel, familial, qui lui aussi va être extrêmement complexe. Par exemple, vous êtes architecte à AREP, vous avez un chantier à Lyon, donc vous allez facilement faire votre aller-retour Paris-Lyon, parce que vous êtes à Paris le reste du temps, votre aller-retour Paris-Lyon dans la journée. Mais il se trouve, pas de chance, que vous avez un petit enfant et que vous devez aller le chercher à la maternelle ou à l'école primaire. En fait, vous ne pouvez pas être sûr que vous allez revenir à l'heure. Même si, le plus souvent, vous allez revenir à l'heure, vous ne pouvez pas être sûr d'être toujours à l'heure. Et par contre, vous ne pouvez absolument pas, une fois de temps en temps, laisser l'enfant à l'école. Donc en fait, il va vous falloir que vous ayez un conjoint, un parent, un voisin, qui va, lui, être en proximité physique directe, c'est-à-dire proche physiquement, pas proche numériquement ou virtuellement,
qui va être proche physiquement pour aller récupérer l'enfant. Donc voilà un peu ce qu'on veut mettre sur la table, c'est que le régime de vitesse de l'ensemble de la société induit aussi énormément de contraintes et de complexité pour l'organisation de la vie personnelle. Et d'une certaine façon, ce qu'on peut dire, c'est que le fait que la vitesse ait autant augmenté, en passant maintenant donc en gros à 50 km en moyenne, et même s'il y a énormément de disparités en fonction des personnes, ce que ça signifie, c'est que notre territoire de vie, il s'est dilaté. C'est-à-dire qu'avant, en gros, le territoire de vie, c'était autour de notre domicile. Même on travaillait soit dans notre domicile, soit autour de notre domicile. On peut dire même qu'à partir de Napoléon, on a décidé que l'État serait représenté dans chaque département. Et donc, on avait une préfecture accessible en une journée de cheval pour tout Français. Donc, en fait, on pouvait atteindre l'État en une journée de cheval. Donc, dans un monde pré-motorisé, avant la motorisation par le train, puis la voiture, puis l'avion, en fait, le territoire de vie, c'était plus petit que le département et de temps en temps le département. Aujourd'hui, en fait, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait l'aller-retour à Genève le lundi. Samedi, j'étais à Dijon. Donc aujourd'hui, je suis ici. Donc finalement, mon territoire de vie, je ne vais pas dire que c'est l'Europe, ce serait vraiment exagéré, parce que je ne vais pas à Genève tout le temps quand même. Mais malgré tout, c'est vraiment la France. Alors, et en particulier grâce au train et grâce au train à grande vitesse. Donc moi, ce que je veux mettre sur la table, c'est que ce système-là, il a bien sûr énormément d'avantages. On est très heureux de pouvoir se déplacer rapidement et souvent. Mais en fait, il a des limites. Il a des impacts sociaux. Donc bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'organisation personnelle que l'on doit avoir, mais aussi du stress, parce qu'on est quand même assez gêné si on craint d'être en retard, et puis on l'est quand même régulièrement, forcément. Parce que s'il y a une chose qui est très limitée et dont on a le sens, je dirais, par construction, c'est que la journée, le temps, lui, il est limité. Notre journée de 24 heures, elle n'est pas extensible. Et dans cette journée-là, on aura toujours à peu près nos 8 heures de travail, nos 8 heures de sommeil, 2 ou 3 heures de temps physiologique, manger, se doucher, s'occuper des enfants, etc. Et donc finalement, le temps libre à la journée pour quelqu'un qui travaille, c'est 1 heure, 2 heures par jour. Si dans cette heure ou dans ces 2 heures-là, en fait, vous avez votre temps de transport qui, au lieu d'être d'une demi-heure, il passe à 1 heure et demie, d'un seul coup, tout est grippé. Et donc, ce qui existe en fait au niveau d'un système de transport, c'est-à-dire quand le système de transport se grippe, ça existe aussi dans votre système personnel. Donc en fait, mon sujet, en fait, c'est effectivement de dire que dans un futur plus écologique, il faut essayer de comprendre en fait pourquoi les gens disent qu'ils aspirent à ralentir. Ils aspirent à ralentir, c'est-à-dire à avoir un rythme de vie moins contraint, à s'émanciper en fait d'un cadencement des horaires, des journées qui est extrêmement précis. Pourquoi c'est comme ça? C'est bien sûr aussi une part de choix, ce n'est pas que des contraintes. Il y a une partie de contraintes parce qu'on a un emploi, parce qu'il y a des horaires de l'école à respecter, ou parce qu'on a sport de telle heure à telle heure, et que, comme chaque semaine. Et donc, bien sûr, pour pouvoir avoir une activité sociale, il faut qu'elle soit synchronisée avec d'autres personnes. Mais plus, en fait, on a de possibilités d'action, plus en fait les interstices sont faibles et moins il y a de jeux possibles. Donc on essaye de faire le plus de choses possibles dans notre journée, dans notre semaine, dans notre année. Et donc toute variation, en fait finalement pose problème. Et donc l'aspiration à ralentir que l'on décèle dans les enquêtes, donc on a fait une grande enquête d'auprès de 12 000 personnes en Occident, c'est ça ce qu'elle dit. Elle ne dit pas je veux que mon moyen de transport il aille lentement. Elle dit en fait je veux apaiser le rythme de ma vie. Je veux qu'il y ait plus d'interstices, que j'ai plus de marge de manœuvre. Je veux arrêter de tout remplir aussi vite et aussi pleinement. Émilie, vous dirigez l'équipe de programmation à REP. C'est 45 personnes, je crois. Et ces enjeux-là sont au cœur de vos projets en partie. Votre rôle, c'est de questionner l'avenir dès les premières étapes d'un projet pour répondre vous aussi aux enjeux climatiques, environnementaux qui ont été renforcés par la crise actuelle. Cette question de la proximité, vous la posez aussi, je crois. Avec quels outils conceptuels vous travaillez pour répondre à ces besoins-là? Je sais on a parlé ensemble de la ville du quart d'heure. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui est opérant? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, on travaille, nous, à l'échelle des bâtiments, à l'échelle architecturale et à l'échelle urbaine. Donc, on travaille déjà sur des périmètres qui ne sont pas toujours les mêmes et puis parfois sur des grands territoires. Quand on est urbaniste et qu'on doit programmer un quartier, on réfléchit aux logements qu'on va développer, aux équipements qui vont permettre d'accompagner l'arrivée de ces logements, notamment les équipements de proximité, obligatoires, notamment les écoles, au commerce. Et donc on va réfléchir à la vie de quartier et à la manière dont cette vie de quartier va pouvoir s'organiser autour des espaces publics, etc. Donc on a dans notre réflexion d'urbanisme, de toute façon, une réflexion sur la proximité, sur la qualité du cadre de vie qu'on peut proposer. Quand on travaille sur une offre de proximité, je dirais on y arrive et on y arrive plutôt facilement. Là où ça se complique, c'est quand on doit commencer à programmer des activités commerciales d'une taille un peu plus importante, des équipements d'une taille plus importante ou des activités économiques. Là, on va se heurter très souvent quand même à des contradictions entre des outils conceptuels qu'on peut avoir, comme la ville du quart d'heure, et puis des logiques, soit politiques, soit économiques, qui vont quand même venir percuter ces logiques-là, voire même des fois des conflits d'usage, puisque le zoning, tout le monde est contre, en théorie, et en fait, ça reste encore hyper opérant dans l'urbanisme, parce que faire de la mixité fonctionnelle en mettant ensemble des habitants, une zone d'activité, un parc, un gros centre commercial ou un équipement... C'est séparé. Le zoning, c'est voilà, faire travail, des loisirs. Exactement. C'est un modèle d'urbanisme qui a été permis par la voiture et par la possibilité de se déplacer rapidement sur une distance plus grande. Donc c'est un lien, c'est une corrélation directe de la vitesse, la périurbanisation, le zoning et l'étalement urbain. Mais quand on veut commencer à lutter contre ces phénomènes, finalement on se heurte assez vite à des contradictions, des élus qui finalement vont pleurer parce que leur centre-ville s'est dévitalisé, mais en même temps auront donné toutes les autorisations pour créer les périphéries commerciales, des habitants qui en théorie aspirent à cette ville du quart d'heure, mais dès qu'il va y avoir un entrepreneur qui va s'installer derrière chez eux et faire du bruit le matin en chargeant son camion ou faire de la poussière, ça va les gêner. Donc quand on est programmiste, il faut essayer de gérer ces contradictions et de travailler très précisément sur la manière de limiter les conflits d'usage et de travailler l'articulation de ces fonctions de façon à pouvoir faire exister en fait cette mixité et cette proximité. Et puis après, pour rappel, je me permets de vous interrompre, la ville du quart d'heure, c'est en fait l'idée que tout ce dont on a besoin serait accessible à un quart d'heure. À pied. Alors, pas seulement à pied, mais donc c'est un quart d'heure à pied pour, je dirais, l'essentiel, des besoins vitaux d'hyper-proximité, un quart d'heure en vélo, un quart d'heure en transport. Donc, à partir de là, on crée aussi un système réticulaire, hiérarchisé, avec des fonctions qui peuvent être un peu plus concentrées, mais qui restent quand même accessibles rapidement. Après, la ville du quart d'heure, c'est un outil conceptuel qui est intéressant, mais là encore, ça veut dire une vitesse. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure, il faut qu'on puisse accéder à tout. Donc on n'est encore pas dans l'éloge de la lenteur et du ralentissement qu'appelle de ses voeux Sylvie. Et autre contradiction à laquelle on est confronté quand on travaille en programmation, c'est qu'on va travailler pour le plus souvent des donneurs d'ordre des collectivités locales, mais qui ont un périmètre d'action qui reste celui de la collectivité locale et qui donc parfois peut aussi entrer en contradiction avec des politiques publiques plus globales et parfois même au sein même de la collectivité, des politiques contradictoires entre un service économique qui va trouver qu'une zone d'activité c'est super pratique, et notamment si on la met à l'écart, et puis un service aménagement qui va souhaiter un modèle de ville différent. Donc oui, tous les jours on est confronté quand même à ces aspirations qui sont quand même un petit peu contradictoires. Alors dans votre livre, Sylvie, vous faites la part belle à un exercice de prospective, de projection dans le futur, à l'horizon 2050. Vous imaginez un futur souhaitable, avec des modes de vie souhaitables, et donc des mesures aussi qui seraient prises par nos politiques pour rendre cette vie souhaitable possible. Est-ce que vous pouvez nous la partager, cette vision, aujourd'hui ? Alors en fait, ce qu'on a fait, en fait, d'abord, on essaye de voir en fait pourquoi
que font les politiques publiques? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? En fait, il y a beaucoup de politiques publiques de mener en faveur d'une mobilité plus écologique. Et puis, donc, en particulier, performance énergétique, amélioration de la performance énergétique du carburant, des véhicules, et puis le fameux report modal, qui serait magique, en fait, et qui permettrait une partie de la population abandonne sa voiture pour passer sur les transports collectifs. En réalité, il n'y a quasiment pas de report modal malgré les investissements très très significatifs qui sont faits par la puissance publique. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de monde dans les transports collectifs. Il y a énormément de monde dans les transports collectifs, il y a énormément d'investissements et malgré tout, en fait, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport continuent d'augmenter. Donc on pourrait dire que si les pouvoirs publics ne faisaient rien, ce serait pire. Mais on ne peut pas quand même se satisfaire du résultat, parce que si on continue comme ça, par exemple si on se réfère aux prévisions de trafic aérien qui étaient encore faites avant la crise sanitaire, ben en fait on est quand même dans une fable qui voudrait qu'on va arriver à moins polluer en se déplaçant encore plus. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais on continue apparemment d'y croire. Et effectivement, les politiques publiques de ce point de vue-là sont relativement contradictoires. Donc nous, on se dit, bon, on va quand même être positif, comment on pourrait faire? Puisque finalement, il y a une chose assez, qui est très, qui rend optimiste, c'est que si les gens sont prêts à vivre en plus grande proximité, c'est-à-dire, en gros, quand on essaye puisqu'on m'a posé la question tout à l'heure, puis je n'ai pas vraiment répondu, en gros, quand on demande aux gens ce qu'ils appellent proximité, ils vont dire, en gros, on aimerait vivre à moins de 30 minutes ou à moins de 30 km. Moins de 30 minutes en ville, dans les grandes villes, et moins de 30 km dans les espaces peu denses. Donc on se dit, si on arrive à baisser à faire rétracter le territoire de vie au quotidien, on fait deux choses. Non seulement ça correspond à ce que souhaitent les gens, il y aura moins de turbulences comme on l'évoquait précédemment, et en même temps on polluera moins, ce qui est quand même aussi un de nos objectifs principaux. Donc alors on essaye de le décliner aux différentes échelles. Donc à l'échelle locale, donc je reprends un peu ce que disait Émilie, on a une bonne nouvelle. On a 30% de la population qui vit déjà aujourd'hui à moins de 9 km, c'est-à-dire qui arrive à déployer son mode de vie quotidien dans un espace en fait, qui est accessible théoriquement à pied ou à vélo par la plupart des gens, sauf problème de motricité ou parce qu'on a du transport de charge ou parce qu'on doit accompagner des personnes âgées ou des enfants. Mais sinon, normalement, il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être faites à pied ou en vélo. Elles ne le sont pas. 2 tiers des déplacements concernés sont encore faits en voiture. Alors pourquoi ? Souvent, on entend que la question, c'est l'acceptabilité sociale. En réalité, les gens sont tout à fait, raisonnables. Ils ne marchent pas le long des routes secondaires en France parce que c'est dangereux, parce que c'est très désagréable de marcher, en gros, entre une voiture qui va vous dépasser à 70 km/h et puis le fossé. Ils ne font pas beaucoup de vélo, puisque en fait, tout le monde parle du vélo. C'est à la mode, on a l'impression, c'est comme l'intermodalité, on en parle depuis très très longtemps, mais existe-t-il vraiment? C'est quand même assez difficile de le montrer. Aujourd'hui, c'est 1% le vélo, 1% des kilomètres parcourus, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Donc en fait, on se dit qu'il faut absolument aménager le territoire de proximité pour qu'il soit effectivement marchable et cyclable. Donc vous imaginez tout un tas de mesures, alors, vous allez assez loin. Alors, donc je ne sais pas si je dois le dire maintenant ou le garder pour le teasing de la fin, pour le transport, le système alternatif. Mais Vous parlez de carte carbone, de rationnement des déplacements, de comptabilité environnementale pour les entreprises. Alors pour le coup, si ça ne vous ennuie pas, je vais rester sur mes différentes échelles et puis au passage, j'essaierai de reboucler avec les questions de rationnement et de carte carbone. Donc là, j'étais sur le niveau du quartier. Au niveau du bassin de vie, donc c'est un peu le niveau du département dont je parlais tout à l'heure, là, en fait, dans une logique de résilience des territoires, il faudrait arriver à organiser les territoires pour qu'ils soient plus autonomes au plan sanitaire, alimentaire et énergétique. Donc
Donc là, en fait, il commence à y avoir de la planification qui va dans ce sens. Et effectivement, par exemple, pour les entreprises, une des règles pourrait être qu'elles ne puissent s'implanter que lorsque les transports collectifs existent. Parce que si vous vous rappelez, donc, vous vous rappelez forcément en fait, le mouvement social de l'hiver 2018, avec les gilets jaunes autour des ronds-points, d'une certaine façon, c'était un mouvement de la route. Hein, on se réunit autour des ronds-points avec des gilets de sécurité. Hein, donc vraiment, et parce qu'on réagit à une perspective de voir limiter la vitesse sur la route, d'avoir plus de contrôle technique pour les véhicules, et puis bien sûr la perspective de l'instauration de la taxe carbone. Ben, pourquoi en fait ce mouvement-là existe? Tout simplement parce qu'on croit que juste en disant je vais faire une directive centrale, je vais augmenter le prix de l'essence, d'un seul coup, ce qui s'est déployé, c'est-à-dire le système dont je parlais précédemment pendant un siècle, ben, le territoire va se rétracter comme par magie. Ben non, en fait, il y a plein de gens qui n'ont plus d'alternative et qui, du jour au lendemain, ne peuvent pas voir leur territoire du quotidien se rétracter en actionnant la question du prix de l'essence. Donc voilà, donc le bassin de vie. Alors je ne parle pas de la biorégion puisque tu vas en parler tout à l'heure. Et donc ça veut dire aussi stopper la politique actuelle de métropolisation. Aujourd'hui, en fait, on se dit, quand je dis aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies, que l'idée, c'est de concentrer, donc on a eu l'exode rural. Avant, on avait la population de façon diffuse sur le territoire français, exode rural, et donc une partie significative de la population va se concentrer autour des villes. C'est pour ça qu'on parle de périphérie, de périurbanisation. Mais en réalité, on en parle encore, on continue d'avoir des politiques qui favorisent la métropolisation, ou par exemple le Grand Paris Express pour rester sur l'Île-de-France. Mais quand on regarde la façon dont la population se distribue sur le territoire, ça fait au moins 2 décennies qu'elle n'est plus organisée autour des métropoles. En fait, elle se diffuse en nappe, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la population sur toute une partie de la France, en particulier, donc on va dire le grand littoral, c'est-à-dire à 100 km à l'intérieur du littoral, mais tout le long du littoral, la population augmente, non seulement dans les métropoles, mais dans les villes moyennes, dans les petites villes, dans les villages et à la campagne. Et puis on a, à contrario, toute une partie du territoire français dans lequel la population diminue, qui est en déprise démographique et économique, on va dire en gros le nord-est. Et donc j'ai oublié le sillon rhodanien qui est avec le littoral. Donc en fait c'est juste pour dire que l'organisation du territoire et la dynamique démographique et économique, elle n'est plus métropolisée aujourd'hui, malgré les politiques qui continuent de voir le territoire de cette façon-là et d'organiser en particulier les systèmes de transport de métropole à métropole. Donc je dirais qu'il faut prendre acte de ce que souhaitent les gens, qu'ils arrivent quand même plus ou moins à organiser, je dirais, malgré les politiques, mais par contre qui leur font vivre difficilement leur choix de vie. Et donc plutôt penser à une sorte de polycentrisme du réseau. C'est quand même relativement inquiétant, par exemple, puisqu'on est à Arep, on peut quand même parler du chemin de fer. Si on regarde par exemple la carte dynamique du chemin de fer, vous pouvez le voir sur Internet, il y a Johan Demoli qui a fait un article très intéressant sur la stratification sociale de la vitesse, pour rester sur nos questions de vitesse. On voit le réseau ferré se développer puis se rétracter. Et donc d'un seul coup, il est de moins en moins dense, de moins en moins maillé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a un réseau ferroviaire qui est quand même extrêmement structuré, en étoile, exactement comme au XIXe siècle, comme quand les compagnies de chemin de fer privées se sont mis à faire du chemin de fer. Donc on est 2 siècles plus tard, et finalement on garde cette logique-là, et il faut une société comme Railcoop pour pouvoir penser une ligne transversale. Donc en fait on se dit le futur, c'est quand même d'avoir un réseau polycentrique et non pas uniquement centré sur une mégalopole. Donc la mégalopole, c'est un peu ma bête noire. Alors c'est ma bête noire parce que donc, je change encore d'échelle, je monte à l'échelle du territoire national. C'est le territoire, c'est le seul. Donc tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement la plupart des gens ont des désirs de territoire, des désirs de cadre de vie très divers. Certains veulent vivre à la campagne, d'autres dans les petites villes, d'autres dans les grandes villes. Par contre, il y a un désir de partir de l'Île-de-France pour la moitié de la population. Donc
Et en réalité, par exemple, si j'en parle aux élus d'Île-de-France, ils vont me dire oui, mais en fait, ils ne le font pas. Ben, ce n'est pas vrai, ils le font. C'est-à-dire qu'on a un solde migratoire qui est continuellement négatif depuis maintenant très longtemps, parce qu'en fait, on vient en Île-de-France contraint et forcé pour le travail. On dit qu'il faut bouger pour s'en sortir, mais beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens viennent en Île-de-France pour travailler. Et dès qu'on peut, ben, on essaye d'en partir. Mais continuellement, la population finalement est quand même restée stable jusqu'ici, grâce à l'excédent naturel, puisque les gens qui habitent en Île-de-France sont proportionnellement surtout des actifs et donc en âge d'avoir des enfants. Et enfin, donc c'est peut-être s'il y a une politique de rationnement à mener, puisque vous l'évoquiez, ce serait a priori plutôt au niveau national. Alors le rationnement, aujourd'hui, ça fait un petit peu peur, mais c'est pour dire que jusqu'ici, il n'y a pas de politique qui prenne en compte la question des limites. Les limites de l'énergie que l'on peut consommer. On fait comme si, en fait, tout va s'organiser de soi-même. En réalité, le rationnement, il existe pour plein de choses. Parce que souvent, on me dit, bah oui, le rationnement, c'est horrible, etc. Mais en fait, on est rationné. Nos revenus sont rationnés d'une certaine façon. On n'a pas des revenus illimités. Le crédit est rationné. La journée de temps est rationnée. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est si extraordinaire de rationner le carbone que l'on émet ? Je pose la question. Donc aujourd'hui, on ne défend pas mordicus cette politique-là dont on ne sait pas complètement comment l'opérationnaliser, mais on pense que plus, en fait, si on ne change pas de politique de transport en particulier, de toute façon, on sera amené forcément au rationnement. Donc en tout cas, on essaye de préfigurer un fonctionnement le plus équitable possible, dans la mesure où le rationnement nous semble quand même en particulier beaucoup plus équitable que la taxe, puisque la taxe, donc très grossièrement, plus on est riche, plus on pollue, en particulier au regard de nos déplacements. Et donc si vous avez une taxe, c'est indolore pour les plus riches et c'est problématique pour les plus pauvres qui n'ont pas d'alternative. Il y a aussi des plus pauvres qui ne bougent pas beaucoup, mais pour les plus pauvres qui doivent se déplacer beaucoup, c'est un problème. Au moins le rationnement pourrait être un système qu'on pourrait concevoir comme égalitaire, et c'est pour ça effectivement qu'on l'a testé, vous le disiez, et que, à ce stade, une personne sur deux serait prête à l'envisager, c'est à affiner. Au niveau international, la question principale qui se pose, c'est bien sûr l'aérien. L'aérien, c'est un énorme problème. Vous avez entendu les mouvements comme le FlexCam, honte de prendre l'avion, etc. Il y a des chercheurs, par exemple, qui maintenant s'interdisent de prendre l'avion. Il y a aussi des mouvements citoyens. Donc on met quand même sur la table ce sujet. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'Union européenne. On ne peut pas faire Paris-Berlin en train direct. Donc en fait, les capitales, on parle toujours du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, les deux capitales ne sont pas reliées par une ligne de train directe. Donc malgré tout, peut-être que il y a aussi un réseau ferroviaire, parce que l'avantage du train, c'est qu'il est quand même du bon côté de la transition écologique. Il y a un réseau ferroviaire international à penser, en particulier au niveau européen, pour vraiment damer le pion à l'envolée du trafic aérien. Donc voilà un petit peu, l'utopie que l'on défend, sachant qu'un certain nombre de choses nous semblent quand même tout à fait possibles, tout à fait accessibles. Émilie, vous aussi, vous travaillez au quotidien en articulant ces différentes échelles, je crois. Que vous inspirent ces réflexions, ces scénarios et j'allais dire, qu'est-ce qui vous, dans ce que vous faites, quelles sont les solutions quand même que vous avez pu vous-même déployer ou que vous avez pu observer, qui fonctionnent, en tout cas qui commencent à répondre aux enjeux de notre temps? Alors à la fois dans ma pratique professionnelle, mais aussi auparavant, quand j'étais chargée de recherche, j'avais fait une synthèse sur les NTIC et l'espace urbain. Alors à l'époque, on appelait ça les NTIC. C'était déjà il y a longtemps. Et c'était à l'apparition des internets et des premiers téléphones portables. Et en fait, les premiers chercheurs avaient pensé qu'avec le numérique, on allait plus se déplacer, que ça allait complètement annihiler la notion de lieu. Et puis juste après, les recherches ont montré qu'au contraire, la valeur des lieux allait être renforcée parce que finalement, on sélectionnait dans nos déplacements et on ne se déplaçait que pour les choses qui en valaient la peine.
Et je trouve que là, avec la multiplication des outils numériques, on a un rapport au lieu qui s'est beaucoup transformé. Donc à la fois, les outils numériques nous permettent de nous déplacer plus vite, de trouver les solutions pour faire du multitransport, trouver les meilleurs itinéraires, les plus courts, etc. Et en même temps, et on le voit bien avec le confinement, la visioconférence est ce qu'on n'aurait jamais cru possible. On peut faire maintenant une réunion avec des élus sans se déplacer. Et donc finalement, je trouve que ça a levé des barrières symboliques qu'on n'aurait jamais réussi à lever 2 ans auparavant. Et là encore, ça transforme, je trouve, la valeur des lieux. Et là, quand on revient au bureau, on se dit, quand on vient au bureau, ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose, c'est pas ordinaire. Et donc, on peut aussi se dire que les outils numériques, même s'ils créent de l'instantanéité, de l'hyper-vitesse, y compris quand on commande des choses compulsivement sur Internet, mais en même temps, ça pourrait nous aider à avoir une sorte de sélectivité dans nos mouvements et de ne garder que les mouvements les plus importants et donc finalement de supporter une forme de rationnement. Vous disiez quand même aussi attention au télétravail, par exemple, qui est intervenu qui s'est généralisé pendant la crise de Covid, qui pourrait être une fausse solution, en fait, malgré cet avantage de pouvoir communiquer à distance et puis organiser nos réunions, mais au niveau macro, en termes d'aménagement des territoires, c'est pas forcément si bénéfique que ça. Alors il faudra enquêter, je pense que les enquêtes du Forum des vies mobiles pourraient nous le dire. Moi je me demande si le télétravail, ça ne crée pas aussi de l'hyperconcentration des sièges sociaux, parce que finalement, certes on peut télétravailler une partie de son temps et donc habiter de plus en plus loin, mais à un moment donné il faut bien revenir quand même régulièrement, donc il faut quand même qu'il y ait une forme d'accessibilité. Et effectivement, si on est sur 3 modes de transport différents et très très loin, ça devient compliqué. Donc finalement, est-ce que ça ne va pas renforcer le positionnement des entreprises et des grosses entreprises dans les hubs en fait, de mobilité, et donc renforcer une forme de métropolisation de l'emploi? Mais ça, je ne sais pas. Je vais faire juste un aparté là, sur le télétravail. Donc effectivement, on a regardé ça assez précisément parce que avant le confinement, on avait en France seulement 3 à 7% de la population active qui télétravaillait une fois de temps en temps. Et pendant le confinement, de fait, tous ceux qui pouvaient télétravailler ont été amenés à le faire. Donc ça veut dire que 30% de la population active a télétravaillé. Et ce qui est encore plus, je dirais, extraordinaire, c'est que donc, non seulement ils l'ont fait 5 jours sur 5, mais en Île-de-France, c'est 60% de la population active. Donc en fait, si il y a un potentiel de mobilité résidentielle, en fait, de déménagement chez les télétravailleurs, on voit bien que c'est gigantesque. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, en Île-de-France, vous avez 12 millions d'habitants, il y a 6 millions d'actifs, donc ça fait à peu près 3 millions de télétravailleurs. Vous en avez 1 sur 2, disons qu'il y en a 1 sur 2 qui veut partir et 1 sur 2 qui aime télétravailler. Donc en gros, vous avez 1,5 million de personnes qui demain peuvent partir. Donc nous, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est que ça n'a quand même pas trop de sens de laisser le télétravail uniquement structuré par les discussions entre entreprises, salariés et syndicats, sans aucune politique nationale d'aménagement lié au télétravail. Donc pour l'instant, on n'est pas très écouté sur le sujet. Et effectivement, sur ce que disait Émilie, avant le confinement, les enquêtes montraient que ceux qui télétravaillaient avaient tendance à se déplacer plus que ceux qui ne télétravaillaient pas. Mais par contre, on ne sait pas quelle est la cause et quelle est la conséquence. Parce que vous pouvez télétravailler parce que justement vous êtes loin de votre télétravail. Et comme à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient dans ce cas-là, c'était peut-être la raison. Donc on va relancer une enquête là, juste après en tout début d'année pour essayer de voir ce qui s'est plus précisément passé en termes de mobilité résidentielle. Donc on ne sait pas si c'est une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça répond à un désir d'une partie de la population, justement parce que ça permet d'éviter un certain nombre de déplacements et surtout la scansion de chaque journée avoir des déplacements pour le travail. Donc c'est à réfléchir et à penser en termes d'organisation. Pour rebondir sur la question de l'aménagement du territoire et des lieux, je pense que la réflexion sur les tiers-lieux, donc sur les lieux qui sont
alors à mi-chemin ou pas, mais entre la maison et le travail pour permettre aux télétravailleurs de sortir aussi de chez eux, mais sans pour autant retourner au siège ou dans une capitale, et notamment ces lieux de coworking ou de tiers-lieux de travail dans les gares. C'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui est très développé par Gares et Connexions et par la SNCF, et qui peut être alors, je ne sais pas si c'est une des solutions, mais je dirais un des outils ou un des points d'appui pour limiter les déplacements et peut-être créer une implantation un peu plus réticulée des entreprises et qu'elles ne se reconcentrent pas systématiquement dans les hubs. Oui, concrètement, il s'agit de gares qui ne seraient pas uniquement des lieux de passage, de déplacement, mais des lieux de vie. Voilà, aussi. Et voire même des lieux de démobilité, c'est-à-dire aller jusqu'à la gare pour pas forcément prendre le train ou pas toujours, et peut-être y travailler, y attendre, y croiser ses collègues, y faire un rendez-vous professionnel. Donc l'utiliser comme un point du réseau et comme un outil de mobilité et de démobilité. C'est déjà expérimenté ? Oui, c'est déjà expérimenté, ouais, oui, tout à fait. Oui, oui. Dans beaucoup de gares, bien sûr les grandes gares nationales, métropolitaines, mais aussi les plus petites gares, les milieux de gares notamment, où sont développés des bouquets de services publics et des espaces pour les usagers. Pour finir, j'aimerais qu'on se penche sur les modèles d'aménagement existants qui vous semblent pertinents, c'est-à-dire déjà fonctionner, soit qui viennent d'ailleurs, soit qui soient au contraire déjà en place sur notre territoire. Je pense à un modèle que vous évoquez dans votre livre, Sylvie, qui vient d'Inde du Sud. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement, parce que l'heure tourne malheureusement. Okay. Donc je vais dire deux mots effectivement sur. Donc je ne sais pas si c'est un modèle, mais en tout cas c'est vrai que c'est le fait que comme en Inde les gens soient trop modestes en fait pour avoir des voitures, en tout cas pour la plupart d'entre eux, et que le train soit beaucoup plus lent, fait qu'il y a un système de réversibilité. On en parlait tout à l'heure, en fait, vous l'aviez introduit. La réversibilité, c'est le fait de pouvoir aller relativement loin et revenir assez rapidement. Eh bien, le système de réversibilité, en fait, en Inde, il est assez lent. C'est-à-dire qu'au lieu d'habiter, par exemple, dans un village et de faire l'aller-retour à la métropole dans la journée, en fait, on va passer 3-4 mois dans le village, y compris à produire de l'alimentation ou produire pour l'artisanat. Et puis, on va ensuite aller à Mumbai et là, passer quelques temps à Mumbai pour vendre la production. Donc, en fait, c'est une sorte de réversibilité lente. Bon, c'est peut-être, j'espère que c'est pas quand même je dirais un peu une coquetterie de chercheurs de mettre dans le même, dans le même concept la réversibilité dont on parlait tout à l'heure et puis celle-ci. Après, on a d'autres modèles quand même en tête. On a le modèle suisse. Alors pourquoi la Suisse ? Il se trouve que c'est un peu l'histoire de la Confédération qui fait que quand vous naissez dans un canton, il est relativement compliqué d'aller vous installer dans un autre. Et donc finalement, c'est quand même c'est vraiment une confédération, donc avec des petits États à l'intérieur. Et comme l'État suisse n'est quand même pas très grand, très souvent on va travailler dans le canton d'à côté. Et donc finalement, si on revient à la question de l'organisation du territoire et de la mobilité, l'organisation en Suisse fait que chaque canton a un plan d'autonomie relatif. Ça date des périodes précédentes, donc du désir de pouvoir toujours être relativement indépendant des voisins. Et donc chaque canton a un plan d'autonomie alimentaire, énergétique et sanitaire, ce qui fait que dans chaque canton, il y a un hôpital de très haut niveau, etc., etc. Et puis sur la mobilité, vous avez le réseau ferroviaire qui ne va pas particulièrement vite, mais qui dessert à peu près toutes les villes, et qui sont des villes quand même beaucoup plus petites que les métropoles, les grandes métropoles françaises. Et tout le territoire peu dense, lui, est innervé par un service de car. Donc c'est un service de car public qui veut que chaque village de plus de 200 habitants est desservi au moins 8 fois par jour par un car. Donc d'une certaine façon, on avait fait comme ça 2 projets de recherche concomitants. Et on est arrivé à l'idée que la Suisse pourrait se passer de voiture, alors que l'Île-de-France ne le pourrait pas. Alors que c'est un territoire beaucoup plus petit, avec à peu près la même population. Donc c'est pour donner un peu à voir des modèles. Et sinon, quand même, il nous semble que le confinement
même si bien sûr on n'a pas envie d'être confiné ad vitam aeternam. Malgré tout, l'idée c'est quand même, c'est aussi une crise de mobilité d'un seul coup. Restriction drastique des déplacements. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je ne dis pas qu'on l'a forcément tous bien vécu. Je pense qu'effectivement, si on est dans un tout petit logement, dans une ville très dense, sans accès à la nature et avec en plus les enfants dans les pattes, c'est pas très, très confortable. Mais par contre, justement, ça a quand même aussi, je dirais, réactualisé les désirs dont je parlais tout à l'heure, d'avoir un accès à la nature, de vivre dans des villes moins denses. Et aussi, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir comment les collectivités locales ont su réagir, par exemple, pour mettre en place des pistes cyclables adaptées. Donc non seulement ça a été un accélérateur, ça veut dire quand même que les collectivités locales avaient déjà dans leur carton l'idée de faire de la place de la place au vélo. Donc le problème, c'est que c'était faire de la place au vélo et aux véhicules individuels pour échapper à la promiscuité des transports collectifs. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons collectivement sur lequel nous devons réfléchir. Mais malgré tout, ce qui était intéressant, c'est que ça n'a pas été qu'un accélérateur de réseaux tels qu'ils étaient pensés initialement, mais ça a aussi fait bouger la pensée du réseau cyclable. Et d'un seul coup, au lieu de faire un réseau de pistes cyclables pour les vélotaffeurs, ceux qui essayent d'aller le plus rapidement possible à leur travail, mais en vélo plutôt qu'en voiture, d'un seul coup, les pistes se sont élargies. Et on a dédié carrément une partie du réseau routier au vélo. Et on a vu enfin des personnes plus âgées, des préadolescents, que jusqu'ici on n'osait pas trop laisser faire du vélo en ville, y compris à Paris. Donc pour nous, c'est vraiment, je dirais, c'est quand même une piste à retenir. Alors on met, comme je vois que le temps file, je mets tout de suite ça sur la table. Nous, il nous semble vraiment qu'une des pistes, et aussi assez rapide, c'est de socialiser l'usage de la route. On a en France la chance d'avoir eu énormément d'ingénieurs des ponts qui nous ont fait un très grand nombre de kilomètres de route. Donc, ce qui fait qu'on a un des plus denses réseaux routiers du monde. Eh bien, pourquoi pas en dédier tout simplement une partie au mode plus lent, qui pourrait ne plus d'ailleurs être aussi lent dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on pourrait les dédier carrément au transport collectif sur route, au vélo, à la marche. Et d'un seul coup, donc, on aurait l'alternative dont je parlais précédemment, qui n'existait pas pour les gilets jaunes qui étaient scotchés avec leur voiture. D'un seul coup, on aurait enfin une alternative. Et d'ailleurs, quand on a fait un forum citoyen à Saint-Dié-des-Vosges, c'est ce que les gens mettent sur la table. En fait, ils ont conscience qu'il y a un problème climatique, ils ont conscience que la voiture fait partie du problème, mais ils veulent un système alternatif. Merci. Avant de donner la parole au public, peut-être, je vais vous demander si vous voulez réagir à ces réflexions. Est-ce que de votre côté, il y aurait un modèle qui vous semblerait pertinent de mettre en avant, un modèle d'aménagement ? Avant de parler de ce modèle, ça me fait penser aux réflexions d'AREP sur le futur des autoroutes du Grand Paris, qui avait fait des propositions aussi de cet ordre-là pour dédier une partie de la voirie au transport en commun, au transport partagé et au mode doux. Donc on travaille sur ces sujets à l'AREP depuis plusieurs années. Il y a des initiatives qui sont intéressantes sur le plan de l'autonomie alimentaire. Et c'est intéressant parce qu'on a des métropoles, alors plutôt des métropoles de province type Nantes ou Montpellier, qui réfléchissent à la manière dont elles peuvent s'articuler avec l'espace rural qui est autour, en se disant on a un gros bassin de consommation et autour de nous on a un gros bassin de production. Et les collectivités publiques sont un peu fer de lance de la structuration de filières pour sourcer des producteurs sur le pourtour de la métropole et ensuite créer un certain nombre de lieux qui permettent le négoce avec les marchés, les mines, les marchés d'intérêt nationaux, des lieux de transformation, des légumeries, des abattoirs, des conserveries, et puis en favorisant la commande publique au travers notamment des cuisines centrales et de la distribution alimentaire dans les écoles et dans les hôpitaux. Et donc à partir de là, on voit bien qu'une collectivité locale peut créer toute une économie et toute une chaîne de valeur sur une thématique. Celle-ci, c'est l'alimentaire, mais il y en a d'autres, en collaboration avec les territoires.
de façon à permettre des circuits plus courts et puis donc un impact environnemental moindre et aussi une meilleure santé des populations. Donc il y a des initiatives, je trouve, sur ce thème-là. Alors on est un petit peu sur un thème qui est adjacent à celui de la mobilité, et encore que on retrouve des sujets de logistique, mais qui sont intéressants et qui montrent qu'on peut faire des choses. En tout cas, ce sont des initiatives qui vont dans le sens d'une réduction des déplacements, il y a d'une rationalisation et du coup vers quand même un certain ralentissement des rythmes de vie. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ces réflexions. Est-ce que les questions se font jour déjà dans le public ? Bonsoir à tous et merci beaucoup à vous deux, vraiment super exposé, passionnant. Effectivement au cœur de tout un tas de questions qui nous travaillent en tant qu'AREP et puis évidemment en tant que citoyen aussi. Donc vraiment bravo et merci. Moi j'ai une petite question pour vous deux d'ailleurs. Il est souvent intéressant de chausser les lunettes du genre pour regarder des sujets et celui-là je pense en fait partie. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez travaillées du côté Forum Vivobile ou côté programmation, au regard sur la programmation urbaine. Voilà. Est-ce que c'est un angle d'attaque que vous avez trouvé pertinent ? Et si oui, pourquoi ? Alors, on vient de faire en fait donc c'est SNCF au féminin en fait qui nous a demandé de leur faire le point un peu de tout ce qu'on connaissait sur la question en fait, genre et mobilité. Et puis on fait aussi on sort un article prochainement dans l'atlas de la mobilité de la Fondation Heinrich Böll. Donc effectivement là je ne l'ai pas abordé du tout parce que l'angle c'était la vitesse et puis les échelles, mais oui il y a des particularités bien sûr et pas uniquement et qui vont bien au-delà de la question qu'on connaît tous de éventuellement les problèmes de harcèlement dans les transports collectifs ou il y a vraiment beaucoup d'autres choses donc je réfléchis là à l'instant pour qu'est-ce que je pourrais dire. Mais par exemple, une des choses qui est très connue, c'est que le programme d'activité des femmes est plus en chaîne que le programme d'activité des hommes. Donc c'est pour des raisons sociales en fait, tout simplement. Donc ça peut changer, mais malgré tout pour l'instant c'est comme ça. Et donc les frictions dont je parlais précédemment, souvent c'est aux filles de le gérer. Donc en fait, comme on dit classiquement, la charge mentale est plus importante pour les filles. Par exemple, dans le cadre des filles en famille, quoi. Mais après, il y a plein d'autres choses. Si vous voulez, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on vous fera passer les documents. En fait, je vous dis, on est en train de relire, de réviser là pour parler de jargon, 2 textes sur le sujet. Merci à vous deux pour la première partie. Petite question vous parlez de déconcentration, un mouvement de déconcentration lié au télétravail, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière d'éparpillement et du coup, à nouveau, de problématiques de déplacement? Et si oui, est-ce qu'il y a une bonne dose de concentration à avoir pour que la proximité fonctionne bien à toutes les échelles en fait? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... Oui, alors pour le coup, c'est exactement en fait je n'ai pas la réponse. Donc nous, ce qu'on sait en fait, c'est on essaye de, pour le dire autrement, en fait, il y a une telle valeur accordée maintenant à la mobilité que tout le monde a cessé de réfléchir à la question des bonnes échelles. Et même les géographes, en fait, finalement, ont plus ou moins abandonné la réflexion sur l'échelle des territoires et l'échelle d'organisation des territoires pour réfléchir plutôt à la métropolisation et à la dynamique de concentration. Donc oui, en fait, ce que vous dites, c'est juste. C'est pour ça, en fait, que nous, on se dit, mais le télétravail, s'il n'y a pas de réflexion d'aménagement du territoire derrière, ça peut être dramatique, en fait, en particulier pour les transporteurs qui, après, se retrouveront avec une population complètement diffuse
parce que bon, même si on télétravaille une partie de sa vie ou une partie de sa journée, on ne télétravaille pas tout le temps, et puis on ne vit pas avec des gens qui font exactement la même chose, puis on ne va pas rester dans son domicile sans jamais sortir non plus, etc., etc. Et donc effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de... Donc il y a eu beaucoup d'articles de presse sur les Zoomtowns, par exemple, y compris aux États-Unis. Donc, dès qu'il y a une mégalopole, il y a énormément de gens qui sont partis. Qui sont partis pour essayer de s'installer, au moins provisoirement, dans des espaces où d'un seul coup, ils pouvaient télétravailler, ce qui n'était pas possible avant. Mais donc, effectivement, moi, je vous rejoins. Et donc, c'est quoi la bonne échelle ? Si on s'en tient à ce que... Donc, une façon de prendre le sujet, c'est quand même ce que disent les gens. Les gens, en gros, ils ont envie de vivre à Nantes, ils ont envie de vivre à la campagne, donc pas les mêmes. Mais par contre, c'est la mégalopole qui pose problème. Donc après, peut-être que quelle est la bonne échelle ? Est-ce que c'est 1 million de personnes ? Est-ce que je ne sais pas précisément. Mais disons qu'on a quand même l'impression qu'autour de 1 million, on arrive à faire fonctionner et on sait qu'à 12 millions, quand même, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à se débarrasser de la congestion, du temps passé dans les transports, des frictions qui vont avec, etc. Donc entre les deux, j'imagine qu'il y a plein de choses possibles et que la réponse n'est pas univoque. Merci, bonsoir. Pour rebondir sur la conversation que vous venez d'avoir, je voulais savoir comment vous analysiez le projet du Grand Paris Express dans le cadre spécifique de la région Île-de-France. Alors, je ne sais pas si Émilie veut répondre. Moi, je suis extrêmement négative, donc peut-être que... Quels sont les arguments, du coup, que vous pourriez Parce que faire dans l'idée, c'est formidable. On se dit, vraiment, jusqu'ici, en fait, enfin, une radiale, et une radiale, on va dire, qui n'est pas centrale, qui est quand même, on va dire, autour de la première couronne, quoi. Donc ça, l'idée, c'est formidable. Sauf que ce qu'on ne dit pas le plus souvent en même temps, c'est que en fait, on mise en même temps sur une augmentation de la population d'Île-de-France de 3 millions d'habitants. Donc en fait, ça coûte 40 milliards d'euros pour l'instant. On suppose que ça va être un petit peu plus. Et en fait, il y a quand même l'idée, et d'ailleurs il y a le dernier article de Paris Région, donc Paris Région donc vous le connaissez tous, qui vient justement d'expliquer en fait pourquoi, en fait, à quoi va servir le Grand Paris Express. C'est l'idée que ce sera un seul et même bassin d'emploi. Donc en fait, il y a l'idée qu'on va pouvoir tous, autant qu'on est, habiter à n'importe quel endroit de l'Île-de-France et pouvoir aller travailler à l'autre bout. Moi, je ne crois pas à cette promesse. Donc après, le Grand Paris Express, je n'ai rien contre lui-même en tant que tel, hein, bien sûr. Mais en fait, on est quand même dans la même logique. On rajoute des tuyaux et donc on rajoute de la population parce qu'il faut payer une partie une partie du transport comme ça. Bon, ça ne va pas être grand-chose, je suppose, par rapport aux 40 milliards. Mais bon, malgré tout, il y a des charges foncières à vendre à la clé pour payer une partie du Grand Paris Express qui sortira vraisemblablement plus à 60 milliards qu'à 40, etc. Nous, on est en train, donc c'est un peu une sorte de scoop, mais pour l'instant, on n'est pas encore allé au bout. Hein, mais on est en train d'imaginer que pour ce prix-là, on pourrait, donc je parlais tout à l'heure du système suisse, on pourrait desservir toute la France de façon cadencée en quart. Donc il y a aussi une politique publique qui est derrière. Donc pourquoi rajouter 40 milliards en Île-de-France dans un espace dont une partie de la population veut partir, et puis après, en gros, enguirlander les gens qui ne veulent pas abandonner leur voiture, qui habitent à la campagne. Bon, tout ne me semble pas d'une grande cohérence. Mais, voilà. Mais je ne dis pas que le Grand Paris Express n'a aucune vertu non plus. Hein. Peut-être une dernière question ? S'il y en a. Bonsoir, c'est une question un peu provoque. Mais la voiture autonome va régler tout ça. Et pour le télétravail, il y a Facebook qui vient d'annoncer le métavers pour dans 4-5 ans. Donc les tiers-lieux et tout, on s'en fout. On va mettre les Oculus Rift et puis on sera tous avec des avatars et on fera la même réunion de chez nous en ayant l'impression d'être là, non ? Là, en fait, tu sais encore mieux répondre que moi, donc c'est vraiment une... Comment ? Le véhicule autonome, on a fait...
Ouais. Comment est-ce qu'on fait par rapport à des vraies envies sociologiques qui remontent des enquêtes? Comment on fait pour lutter contre un rouleau compresseur en fait, de marketing qui est un marketing à la fois politique, territorial, d'entreprise, sur un chemin unique en fait, du progrès qui va forcément vers plus de vitesse, vers de l'accélération? Je pense qu'effectivement, pour l'instant, la bataille, elle est en cours, en fait. Elle n'est pas réglée. On ne sait pas qui va l'emporter. Quand on a une crise comme la crise sanitaire, d'un seul coup, on voit c'est-à-dire que des choses qui n'étaient pas pensables, des choses qui n'étaient pas imaginables, d'un seul coup sont mises sur la table, sont rebattues, sont rediscutées. On aimerait qu'il ne faille pas des crises pour que les choses soient mises sur la table. On a quand même le sentiment que c'est un peu ça quand même, hein, puisque la Convention citoyenne pour le climat, elle fait suite à la crise des Gilets jaunes. La question de la réindustrialisation, même si on ne sait pas du tout ce qui est derrière, mais quand même derrière, il y a quand même un peu l'idée de plus d'autonomie et donc moins de déplacement d'une partie des marchandises, etc. Elle réémerge à la suite de la crise sanitaire. C'est des batailles à mener, vraiment. Je ne sais pas qui va gagner. Voilà. Ah, une dernière question, on me dit, en direct, sur le chat. Ah oui. Du coup, oui, on a une question, quelqu'un qui se demande sur le chat, effectivement, si on peut vraiment se poser la question de rationaliser la mobilité sans s'attaquer au vrai problème qui serait le problème du temps de travail et de la réduction du temps de travail et de créer des nouveaux modes de vie alternatifs en réduisant le temps de travail. C'est pour moi aussi, du coup, je l'ai résumé, mais voilà. Je ne saurais pas très bien répondre à la question parce qu'en fait, il y a derrière la question une conception très précise du travail, qui est le travail salarié, le travail... donc je ne sais pas si... je vais répondre un peu de côté, mais j'ai l'impression quand même que si vraiment on veut s'atteler à la question de la lutte contre le réchauffement climatique, il y a beaucoup de travail. Donc je ne suis pas sûre que ce soit en diminuant le temps de travail que... j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Bon, mais vraiment, je ne suis pas une experte du sujet, donc je réponds parce que... comme ça. Une dernière? Non? C'est tout pour les questions en ligne. Bon. Merci en tout cas, merci à tous pour ces questions extrêmement riches. Merci à vous deux, Sylvie et Émilie. Vous nous avez montré à quel point les réflexions sur les alternatives à la vitesse dans nos modes de vie sont un vaste chantier. C'est en cours. Les réponses sont élaborées quotidiennement. C'est un travail extrêmement, j'allais dire, qui exige une grande patience, beaucoup de coordination. Merci beaucoup. Je redonne peut-être la parole à... Non, je vous dis... Je vous dis à bientôt pour un prochain talk. Merci à vous.